Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour le léger retard accusé. Pour cette première livraison de l'an de grâce 2026 de votre émission Tout au clair, une nouvelle saison qui s'ouvre sur LTM Télévision. Nous aurons beaucoup de bonheur à nous retrouver désormais lundi, mardi, mercredi entre 21h et 22h30 minutes pour parler des sujets d'actualité. Ce soir, nous aurons l'opportunité de parler encore de ce gouvernement John Gouté. On le sait, ça fait désormais 7 ans que ce remaniement se fait attendre. Ce gouvernement qui fait souffrir les Camerounais et souffler le chaud et le froid au quotidien. Il faut le rappeler, ce soir, on va essayer de relever quelques points saillants du fonctionnement de ce gouvernement John Gouté et permettre aux Camerounais peut-être, pourquoi pas, de visualiser qui pourrait bouger ou pas de ce gouvernement. Mais avant, le constat s'impose déjà dans l'ensemble du triangle national, mais puisque nous sommes dans la cité économique de Douala, on va marquer un arrêt majeur sur le cas de la ville de Douala. Douala ville poubelle, c'est un constat, pas un coin de rue sans un amas d'immondices. Pourquoi, comment c'est possible dans une ville capitale économique du Cameroun? À qui la faute véritablement pour que l'on soit face à cette réalité? On aura l'opportunité ce soir, bien entendu, de dire un petit mot sur cette question. Ils seront ce soir, bien sûr, acteurs de la société civile, patrons des organisations non gouvernementales. Ils seront hommes politiques, leaders d'opinion, analystes politiques. Voilà pour ce qui sera de votre panel ce soir. Mais avant, retenez également que cette émission se veut interactive. Un code d'accès pour vous permettre de vous exprimer. Le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp, à vous le choix, mais votre voix compte et également ce soir. Sans plus tarder, on va accueillir sur ce plateau en disant bonne année également, bon retour chez nous, chez toi. Philippe Nanga, un bon petit moment, on s'est vu. Je te souhaite une bonne heureuse année 2026. Bienvenue, on le rappelle, Monde à venir, c'est plus un secret au Cameroun. Cette organisation qui se bat au quotidien pour des citoyens de qualité. Et nous, on a le plaisir de t'avoir ce soir. Bienvenue. Merci Rosalie. Merci de toujours nous offrir l'occasion de partager le regard de la société civile sur les questions d'actualité. Bonsoir aux autres co-panélistes. Bonsoir surtout à vos millions de téléspectateurs. Mes voeux de courage et d'engagement aux millions de Camerounais qui ont traversé une année ô combien difficile et qui rentrent, n'est-ce pas, dans une nouvelle année avec tout ce qu'on connaît comme difficulté. On va peut-être décrypter tout à l'heure. Beaucoup de courage à nos millions de Camerounais, à toute la jeunesse, n'est-ce pas, qui s'emploie à trouver un espace de vie dans une société essentiellement conflictuelle. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Il est également sur ce plateau Raphaël Ndougou. Il va se faire la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce soir. Bienvenue Raphaël. Merci Rosalie, bonne année à vous, bonne année aux panélistes, bonne année au président Paul Biya, bonne année à tous les Camerounais. Aux travailleurs. Justement, parlant de travailleurs, le Cameroun tout entier s'est mobilisé aujourd'hui pour élire les délégués du personnel dans l'ensemble des structures privées et publiques du Cameroun. Sûrement de votre côté également, ça a été le cas. Oui, avec un succès. Le succès, ce n'est pas ceux qui ont été élus délégués. Le succès, c'est que ça s'est passé dans la calmie. Et vous savez que le PAD, si vous voulez que j'indique, le porte-parole de Douala qui m'emploie, c'est un groupe. Avant d'arriver dans ce studio, ceux du volet manutention étaient encore dans les décomptes. Mais les employés du PAD eux-mêmes avaient déjà fini. Et les 3 syndicats lancés dans la course, 2 ont eu la chance d'avoir les délégués. Et tout ceci, nous pouvons mettre ça à l'actif du meilleur manager du Cameroun, selon moi, parce qu'il a su faire ce lien, si vous voulez bien, ce pont entre les représentants du personnel et le top management pour régler les problèmes en toute convivialité, parce qu'il se trouve qu'on a les problèmes de communication souvent, on a des problèmes de dialogue
dans les entreprises. On a parfois l'impression que le délégué du personnel est l'adversaire de l'administration. Merci de le préciser, Rosalie, parce qu'en réalité, le délégué du personnel ne saurait être l'adversaire de son patron, du patronat. Le délégué du personnel est cette croix de transmission qui porte les problèmes que le personnel traverse au quotidien, les pose à l'endroit du patronat et attend le retour. Ce que je dis là n'est pas forcément pour le PAD, mais c'est pour l'ensemble des délégués du personnel. W, premier tiret, c'est la force de proposition des délégués du personnel. Deuxième tiret, c'est la force de protection du personnel. Troisième tiret, c'est la force de protection de l'entreprise. Parce que si on est délégué du personnel et on ne peut pas protéger son entreprise, avec quoi on va-t-on payer les employés? Donc, il est dans cette croix de transmission-là, ce pont-là, qui permet de se rassurer que les propositions faites à l'employeur sont retenues et toutes les solutions. Les propositions faites, les suggestions faites par les délégués du personnel à l'endroit des employeurs, toutes les solutions. Et puis maintenant, la sensibilisation des délégués auprès des employés sur la façon de travailler par discipline, si vous voulez bien, le comportement du professionnel. Parce que ça nous manque beaucoup dans nos entreprises. C'est pour ça que quelquefois vous allez voir que quelqu'un crée son entreprise comme RTM et que, comme on appelle les travailleurs de sa famille, on ne sait même plus qui fait quoi et on se retrouve dans des situations où on est perdu. Et on se dit comment les entreprises ne durent pas au Cameroun. On a comme l'impression que c'est une affaire de famille. Même quand c'est une affaire de famille, il faut bien que s'il y a des personnels ici à RTM, qu'ils soient capables de porter haut les problèmes des employés, mais qu'ils soient aussi capables de porter haut les exigences de l'entreprise, afin qu'on ne soit pas dans l'amalgame. C'est très important. Autrefois, le délégué du personnel était présenté comme étant l'adversaire, qui était quelqu'un qui était là juste pour préparer les grèves. Nous sommes dans la modernisation. Parlant de modernisation, j'ai eu dire, ou plutôt d'après la dernière volonté du ministre du Travail, l'élection devait être numérique. Ça a été vérifié ou pas? Effectivement, c'est la plateforme qui gère aujourd'hui cette élection-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les décomptes sont versés dans la plateforme qui va donc ressortir le résultat final de ces élections. Donc cette innovation a été implémentée. Elle est non seulement en train d'être, comment j'ai envie de dire, expérimenté. On expérimente en ce moment-ci, mais ce n'est que par là qu'on est passé. La preuve, dans plusieurs collèges électoraux, il y a eu des modifications au regard du nombre de travailleurs par établissement. Ce qui fait donc un établissement de RTM qui a peut-être moins de 100 travailleurs a vu au premier collège ses délégués diminuer. Donc, on expérimente, nous pensons que dans 2 ans, si Dieu va l'envie en 2028, peut-être les améliorations seront faites. Mais une chose est sûre, il y a quand même des améliorations aujourd'hui. Et nous pensons que jusqu'à présent, on n'a pas entendu les cris de revendication. Puisque vous avez dit tout à l'heure que le volet manutention, ils sont encore en plein décompte en ce moment-ci. Mais ça se passe totalement dans l'apaisement. Merci beaucoup d'être là, Raphaël Ndougou. On va accueillir le 3e invité qui est avec nous ce soir, Georges Syriac Sabian. Il est analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir à vous, bonsoir au panel et aux nombreux téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Je suis très heureux d'être parmi les invités que vous avez choisis pour justement débattre de cette thématique ô combien importante pour notre société et pour justement tous les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Donc j'espère pouvoir apporter ma modeste contribution pour naturellement édifier les téléspectateurs. Merci une fois de plus d'être là. Et pour compléter ce plateau, le 4e et non des moindres, Bamanga, il est donc président national des jeunes de l'Alliance républicaine. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci de m'avoir convié une fois de plus dans notre maison. Je suis un habitué de LTM. Je vais commencer par souhaiter bonne année à la directrice générale,
Dieu seul sait que les personnes à leur position sont des personnes qui se battent jour et nuit pour que les choses puissent marcher, pour que les jeunes puissent avoir un peu d'espoir dans ce pays. Elles donnent de l'espoir dans le football, elles donnent de l'espoir dans le métier de TIC comme ce soir où on est à LTM. Donc je souhaiterais faire un hommage à cette grande dame qui est bien connue dans notre pays. La deuxième chose, je vais rendre un hommage à tous les jeunes de notre pays et à toutes les femmes. Vous savez que en tant que républicain, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien dit que c'est le moment de la jeunesse, c'est le moment de la femme. Donc j'ai une pensée pour ces deux personnes-là et j'ai une pensée pour tous les Camerounais et je dis tenons bon, on va y arriver, voilà. Une fois de plus, on en parlait d'ailleurs en off tout à l'heure, vous avez vu votre, j'allais dire votre personne être usurpée dans cette qualification, on a essayé de pirater et vous avez porté plainte pour vous protéger. En réalité, depuis aujourd'hui 8 mois, je suis, ma personne est persécutée. Je l'ai dit dans d'autres médias, dans différents médias, mais les gens semblent ne pas peut-être prendre cela au sérieux. Je dis 8, j'ai été kidnappé, il faut le dire. J'ai été kidnappé par des personnes identifiées. Dieu merci, je suis un costaud, je viens d'un quartier populaire, ça a été une bagarre rude et des personnes ont commencé à me reconnaître et c'est comme ça que j'ai été transporté avec beaucoup de bleu sur moi, avec des menottes qui ont voulu cisailler mes mains. Je suis allé à la police judiciaire, on m'a sorti une affaire comme quoi. Je suis un escroc, il y a des gens qui se font passer pour ma personne, qui escroquent des gens. Mais vous savez, quand vous faites ce que nous on fait, vous devenez une cible. Ça fait une énième fois que je suis persécuté comme ça. Peut-être que parce que je fais partie des jeunes qui dérangent, parce que je donne mon avis. Bon, ce qui est quelque chose de très étonnant, c'est que j'ai voulu suivre l'affaire jusqu'au bout et vous savez ce qui se dit au Cameroun, non, il faut laisser, non, il faut laisser. Dieu merci, je suis sorti de là aujourd'hui avec une plainte pour, comment je peux dire, pour essayer de nettoyer ma personne. Mais vous avez vu que dans ma plainte, j'ai mis agression parce qu'aujourd'hui, je suis une personnalité publique et au-delà de ça, je suis une personne identifiable. Mais vous savez, je vais le dire ici simplement, nous déplorons cette façon de faire où on piège des hommes politiques, où on kidnappe des personnes. Monsieur Raphaël, tu aurais dû entendre que je suis mort il y a 4, 5, 6 jours. Bon, vous voyez, Dieu merci, vous êtes là. Dieu merci, je suis là et je continue le combat. Mais je dis que nous déplorons cela. Nous disons que ce n'est pas une bonne façon de faire parce que cette république n'appartient pas à un groupuscule de personnes, quelquefois qui sont zélées, ça il faut le dire. C'est-à-dire, l'ordre ne vient pas d'en haut, quelqu'un peut rester chez lui. M. Bamanga dit quelque chose qui ne l'arrange pas et il dit que, mais attendez, ce jeune homme se prend pour qui et tout et tout. Bon, on a frôlé le pire, ça il faut le dire. Et j'ai eu peur, j'ai continué à avoir peur, mais attends, quand on a peur, il faut essayer de surmonter ce sentiment. Dieu merci, je suis là, mais je dis une fois de plus qu'il y a une plainte qui est là, à la police et puis aussi à la brigade de lutte à la gendarmerie pour essayer de laseriser cette affaire. J'espère bien, mais personnellement, ça je vais vous dire mon ressenti, je ne crois pas. Je pense que je suis persécuté pour mes opinions politiques qui dérangent, qui ont dérangé. Mon Facebook est attaqué aujourd'hui depuis 6 mois, je n'arrive pas à avoir accès. Nous déplorons cette façon de faire, mais on sait qu'en politique, ce sont de bonnes guerres, mais jusqu'où cela peut y aller, bon. Bon, ça arrive, hein. Je suis également passé par cette affaire de Facebook piraté, donc on finit parfois par entrer en possession de sa page. C'est vrai que le processus est un peu long et parfois d'autres se découragent, mais rassurez-vous, avec un peu d'aide, vous allez y arriver. Alors, si vous le voulez bien, je démarre avec vous immédiatement, puisque je vous tiens, on parlait de cette ville poubelle qui est devenue Douala. On l'a remarqué hein, depuis le début des sessions budgétaires dans les différentes communes du Cameroun.
Cameroun, on constate que la question d'insalubrité revient au devant de la scène. Douala n'est pas en reste. Qu'est-ce qui peut justifier que la ville de Douala soit aussi sale qu'elle est aujourd'hui? Je pense, à mon avis, ce qui justifie les immondices dans nos villes, bon, c'est que premièrement, nos villes ne sont pas pensées. Ça, c'est la première chose. C'est dommage que même les nouveaux quartiers qui ont vu le jour n'ont pas été pensés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'incivisme des Camerounais, moi y compris. Parce que moi aussi, ça m'arrive de prendre une banane, et je suis à l'intérieur de mon véhicule, et puis je balance ça comme ça, ou un paquet de chewing-gum. Ça, il faut le dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, et toujours dans l'incivisme, quand vous arrivez à Douala deuxième, vous allez compter 20 maisons. Il y a 2 maisons qui ont les toilettes. 18 maisons n'ont pas de toilettes. Ça, ce sont des faits. Il y a ceux qui profitent de la pluie, vraiment, pour suivre mon regard. Donc, la troisième chose aussi, c'est qu'on n'a pas de dirigeants qui pensent, qui anticipent. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on est au 21e siècle, on est en 2026. On manque quoi faire avec les déchets qui peuvent être du gaz, qui peuvent être du carburant, le recyclage, qui peuvent être des engrais, qui peuvent être. Donc aujourd'hui, face à ces 3 fléaux que je peux énumérer, il y en a autant, hein, vous savez, il y en a pas mal de choses comme ça, nous sommes dépassés et on n'a que nos yeux pour pleurer, on n'a que nos bouches pour dénoncer. Et Dieu seul sait que nous allons tous tomber malades d'ici là. Ça, je le dis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je l'ai dit dans un média, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Nous allons tous mourir tôt. Parce que les conditions aujourd'hui que doit vivre un humain, que ce soit dans une zone occupée ou moins occupée, sont extrêmement aujourd'hui dérangées. Ces conditions-là. Il y a la pollution, il y a beaucoup de voitures qui sont, excusez-moi le terme, périmées dans nos villes. Mais voyez des carrefours, il y a inondation partout quand il pleut, il y a des bouchons partout quand vous vous levez pour aller d'un point à un autre. Et voilà. À Douala deuxième, il faut saluer le travail de la mairie qui est bien fait. C'est pas parce que je ne suis pas du RDPC, mais on a la chance d'avoir un maire qui se bat, une dame qui fait les efforts, parce que vous avez des tricycles qui entrent dans les quartiers pour prendre de la poubelle. Et ça, 7 sur 7, 24 sur 24. Donc cet exécutif-là est à saluer, la première chose. Il faut déplorer que pendant les problèmes qu'on a connus lors de l'élection présidentielle, on a notre pelleuse qu'on a payée à 3-4 tranches, ce que les gens ne savent pas, qui a été attaqué, qui a été brûlé. Ça, c'est une grosse perte. Maintenant, face à ce genre de perte, quand je vois la mairie de Tchang, je dis Dieu merci, nous, ce n'est que la pelleuse. On a encore un peu de camions. Aujourd'hui, quand Isaac tarde à intervenir à Douala deuxième, Denise Femme pour prendre le relais. Elle prend le relais aujourd'hui en sortant de l'argent pour aller prendre une pelleuse en location à Tratrafic qui vient où on doit mettre le carburant, où on doit payer, je ne sais pas. Toi, Raphaël, tu sais un peu comment ça se passe avec des... Donc, si je comprends bien, il y a des maires qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas dans la ville de Douala. Je ne suis pas dans ce genre d'optique. Je parle de ma commune. Ce que je sais de ma commune, c'est que les efforts sont faits. Et de façon globale? De façon globale, aujourd'hui, il y a Douala 3e, il y a Douala 5e, c'est extrêmement compliqué. Mais même chez moi, il y a des tas d'immondices, quelquefois, je ne sais pas si vous comprenez, mais sauf qu'en ce moment, comme on n'a pas de pelleuse à Douala deuxième, je ne sais pas si vous comprenez. En fait, vous justifiez pourquoi... On justifie un peu parce qu'avant ça, on n'avait pas ce problème. Je ne dis pas que tout est rose, mais je dis qu'un effort bien considérable est fait par cet exécutif porté par le maire de Douala deuxième, qui est Denis Fampou, que je salue. Mais pour chuter, je veux dire qu'il faut qu'on revoie notre façon de penser, il faut qu'on revoie cette gouvernance obsolète qui ne va plus avec les demandes du 21e siècle, c'est-à-dire de 2026 dont nous venons d'entrer.
Philippe, des maires plus actifs les uns plus que les autres, d'après Bamanga, certains travaillent, d'autres pas, des gouvernants pas très présents pour accompagner tout ça, des citoyens un tout petit peu inciviques. Pour lui, c'est ce qui justifie qu'on ait une ville de Douala sale. À votre avis, pourquoi nous sommes dans les états d'immondice à Douala? Bon, déjà, rien ne justifie rien qui est de la saleté partout. Ouais. Maintenant, on peut trouver des explications. Alors, ce n'est pas un fait de Douala, il faut déjà le dire. D'ailleurs, je le disais si c'était un fait de Douala, il n'y aurait pas eu ce grand théâtre organisé à Yaoundé l'année dernière sous le label de... Comment on appelle ça? Les états généraux de poubelles. Des ordures. Voilà. Donc, s'il y a eu... C'était pas pour Douala qu'il y a eu cet espace théâtral pour parler des ordures. C'est parce qu'il y a au moins un constat que c'est tout le Cameroun qui est une grosse poubelle aujourd'hui. Et Douala, maintenant, c'est quand même la première grande ville du Cameroun. Autrefois appelée Paris, pour ceux qui ne le savent pas, Douala-Mbingue. Aujourd'hui, nous avons honte quand on circule à Douala. C'est une grosse poubelle. Je vous dis, c'est désagréable de vivre ça quand on a connu Douala, n'est-ce pas, qu'on appelait Douala-Mbingue. Ça fait très très mal au cœur de voir ça. On était petits. Moi, je suis à l'Omnisport, on marchait jusqu'à Bonapriso. Vraiment, c'était agréable de marcher. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas marcher parce que il n'y a même pas... Vous arrivez à des carrefours, il n'y a plus moyen même de marcher. Les camions aujourd'hui viennent dégager, au moins pour que quand on se rend compte que le carrefour est bouché complètement avec les ordures, et vous voyez après le lendemain un camion qui arrive avec une... J'ai d'ailleurs vécu un cauchemar ce matin, un camion en train de ramasser les ordures en plein 7 h du matin. Voilà, donc nous vivons ça depuis quelques jours. Oui. Alors, après, nous, on nous accuse de toujours mettre sur la table la question de la gouvernance politique, mais en réalité, il s'agit de ça. Parce que quand un pays, un gouvernement n'arrive plus à enlever les ordures, c'est quand même un souci. Quand on sait que le monde moderne aujourd'hui fait des ordures un bien économique. Alors, comment donc réaliser que chez nous, les ordures sont toujours un problème, et qu'on n'arrive pas à trouver une solution, n'est-ce pas, à un problème aussi facile. On a l'impression, moi l'impression que j'ai, c'est qu'on a un gouvernement, bon, je ne sais pas si c'est une impression, je pense que c'est une réalité, un gouvernement qui est complètement dépassé et qui ne sait plus comment adresser, n'est-ce pas, les multiples problèmes, n'est-ce pas, qui sont sur la table. Parce qu'on parle des ordures, on vient de commencer l'émission en retard parce que c'est les coupures d'électricité intempestives. C'est l'eau qui est... Néo qui vient pourtant d'être renationalisé. Donc, c'est un gros problème. On ne peut pas parler d'un civisme dans un environnement où il n'y a pas une construction politique autour d'un problème. L'enlèvement des ordures, ou alors la question de la salubrité est une question essentiellement politique, qui relève aussi de la vision. Quelle est la vision que les gouvernants ont du Cameroun? Après, quelle est la vision que les gouvernants locaux, donc le maire de la ville et les maires des communes, quelle est la vision qu'ils ont de la ville de Douala? Vous voyez souvent... vous passez, vous trouvez des gens en train de mettre la peinture sur, comment on appelle ça, la chaussée. Vous vous dites, alors, comment un type qui est, je ne sais pas, maire, peut s'asseoir et se dit, bon, moi, on va mettre la peinture sur la chaussée. Et juste à côté de la peinture, vous avez des trous partout.
vous vous dites quand même, comment ils font? Comment ils font? Moi, je pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, je me dis, c'est fait exprès pour donner une image exécrable du Cameroun et peut-être créer la révolte. Parce que je ne peux pas comprendre que nous soyons aujourd'hui incapables de régler un problème aussi simple que la question de la salubrité. Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Non, on ne peut pas dire que c'est les moyens qui manquent, puisque ce gouvernement nous montre chaque jour qu'il y a beaucoup de moyens dans notre pays. D'accord? Parce que je ne veux pas commencer à révéler. Donc, c'est le même gouvernement qui nous renseigne qu'il y a des détournements d'argent en termes de milliards de francs. C'est ce gouvernement qui nous renseigne qu'on vient de retrouver 15 tonnes, c'est-à-dire 15 000 kg d'or sortis du Cameroun, vendus, n'est-ce pas, à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un problème de moyens. Alors, si nous considérons que nous avons les moyens, nous avons de l'intelligence, parce qu'on ne peut pas non plus dire que les Camerounais ne soient pas intelligents. Nous avons les moyens, nous avons de l'intelligence. Qu'est-ce qui peut donc justifier qu'on se complaise à vivre dans l'insalubrité généralisée? Moi, je ne comprends pas. Mon ami ici se disait à Douala 2, non, c'est la poubelle partout. C'est une réalité. On ne doit pas se battre. C'est-à-dire, les mots comme ça, on ne doit pas se battre. Nous avons les moyens et de l'intelligence. C'est-à-dire, on ne se bat pas pour construire une société. On n'est pas dans la jungle où on doit se battre. Non. On pense la ville. On pense, n'est-ce pas, les politiques publiques. Et donc, comment vous pouvez imaginer que nous avons un système de santé, là on va venir sur la santé. Comment vous pouvez imaginer que nous ayons un système de santé qui fonctionne et qui puisse, n'est-ce pas, intégrer, n'est-ce pas, un environnement comme celui-là, celui dans lequel on est? Ça n'est pas possible. Parce que ne serait-ce que le système de santé aurait pu intégrer la nécessité d'avoir la ville propre. Je me souviens, j'ai discuté avec quelqu'un qui commentait sur la distribution des moustiquaires. Et donc, l'information qu'on recevait, c'était qu'on avait reçu des moustiquaires à coût de milliards de francs. Un don. Alors, c'était très drôle parce qu'il disait, mais est-ce qu'on a besoin, on ne va jamais régler la question de la lutte contre les moustiques avec les moustiquaires. C'est tellement évident que comment un pays peut penser une telle chose alors qu'on sait comment faire pour qu'il n'y ait plus de moustiques. Il y a des centaines de pays dans le monde entier qui ont eu aussi les moustiques. Les Européens avaient les moustiques chez eux. Ils n'en ont plus. C'est éradiqué complètement, ça n'existe plus. Là, on a oublié depuis des années ce qu'on appelle moustique. Ils n'ont pas fait la sorcellerie, ils ont simplement assaini leur environnement. Donc, moi je passe tout le temps, comment on appelle, là-bas au génie militaire. Vous voyez une ville comme Douala, comment vous pouvez expliquer qu'on est, comment on appelle ça, où on verse des déchets là-bas, tout ce qu'on ramasse, c'est là-bas, là. Génie militaire, ouais. Oui, comment on appelle Non, enfin, cet endroit où on verse l'état d'immondice là-bas, au génie militaire. Oui, non, je veux dire. Alors, la voirie. Bon, c'est la voirie, parce qu'il y a un nom. Alors, comment on peut imaginer que c'est au cœur de la ville, hein, le génie militaire, peut-être qu'il y a 35 ans, c'était excentré. Mais maintenant, le génie est au centre de la ville de Douala. Mais comment on peut penser qu'on continue à collecter les ordures pour aller verser là-bas au génie militaire? Ça n'a aucun sens. Alors que ça n'est pas si compliqué de créer notre endroit à 35, à 33, c'est pas moi, kilomètres. Et puis les populations arriveront aussi à 35, à 33. Mais non, je veux dire, il y a encore de la forêt là-bas, à 33, 34, on peut trouver un endroit bien loin. Mais c'est au cœur de Douala où on va encore transporter, n'est-ce pas, les ordures. Donc, vous vous dites quand même, il y a un problème que les gens puissent réfléchir comme ça. Et ça a été déjà dénoncé par des gens
les riverains qui se sont plaints des odeurs et autres, mais ça continue. Donc je pense qu'il y a un problème. Après, je ne sais pas, il fallait peut-être inviter je ne sais pas si notre ami du RDPC, je ne suis pas sûr. Il va essayer, Raphaël, de répondre. Je ne suis pas sûr qu'il aura une réponse. Mais non, mais là, je suis sérieux. Je pense qu'il faut, des pareilles émissions, inviter les gens de la ville, les gestionnaires de la ville, qui viennent nous expliquer quel est le problème. Parce qu'en réalité, c'était un problème de moyens. Nous pouvons cotiser de l'argent à Douala pour qu'il n'y ait plus de saleté. Donc, ce n'est pas un problème de moyens, parce que ces gars, ils ont beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas un problème d'intelligence, parce que aujourd'hui, moi, je connais beaucoup d'associations qui travaillent sur les questions d'environnement, donc qui ont des techniques, des méthodes de traitement des ordures. En d'autres termes, c'est une mauvaise volonté. Je pense qu'il y a un problème qui relève davantage d'une absence de vision, parce que ça commence par là, d'une absence totale de vision, et qui se traduit par une absence de politique publique en la matière. Moi, j'ai rigolé l'année dernière quand on nous a dit état généraux des ordures. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que dans ce pays, on a besoin de réunir les gens de tout le Cameroun pendant 2 jours pour réfléchir comment on fait pour ne pas avoir les ordures autour de nous. Ça n'avait pas de sens. Mais et maintenant, on voit très bien que rien n'a bougé. On est là, ça s'aggrave, ça s'accentue, on est pratiquement dépassé. Parce que si vous observez, quand vous voyez dans un carrefour, on envoie 2 bennes pour enlever les ordures, le lendemain, c'est plein. Tout simplement parce que les gens, ils attendent chez eux. Parce que si vous faites le tour dans les maisons, vous allez trouver les poubelles qui attendent. On a tellement mis en route là-bas qu'il y en a encore qui attendent. Donc, dès que vous enlevez là-bas, le lendemain, c'est déjà plein. Ça veut dire qu'on est dans une situation où aujourd'hui, on est complètement dépassé par, n'est-ce pas, le problème qui se pose dans la ville de Douala. Raphaël Ndougou, et dans d'autres villes, bien sûr. La gouvernance ne fonctionne plus sur la question de poubelles, on n'y arrive plus. On fait quoi? Apparemment, la question est retournée à votre niveau, puisque, qu'on le veuille ou pas, c'est vous qui gérez le Cameroun. Et pour l'instant, on est obligé de vous adresser les problèmes du Cameroun. Douala est dans la poubelle, c'est pas que la ville de Douala, mais nous, on a choisi ce soir de se concentrer sur la ville de Douala. Mais comme il le dit, Philippe Nanga, c'est une affaire du Cameroun entier. Lorsque je lisais encore il y a quelques jours que le maire de ville de Kribi était à pied d'œuvre pour le problème de poubelle, à EDEA, même chose, le sous-préfet, le maire, en train de faire des marches dans la ville pour les questions de poubelle. Là, nous sommes dans la ville de Douala, un problème commun à presque toutes les villes du Cameroun. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que finalement il a raison de dire que la politique, la vision n'y est pas? D'abord, la question de poubelle dans ce moment-ci au Cameroun est une question de santé publique. Si on s'amuse là, on aura des maladies liées à cette affaire-là. Donc ce n'est pas quelque chose pour laquelle on va même blaguer, comme on dit au quartier. C'est pas, on ne blague pas avec ça. Maintenant, on a un problème, c'est que dans notre pays, on a l'impression qu'on doit toujours se surprendre. Prenons l'urbanisation de nos villes. Dans un premier temps, on a pensé que les gens vont rester dans leur village. On a tout fait pour ne pas étudier dans 10, 20, 30 ans. La population de 7 millions il y a 30 ans n'est plus la même aujourd'hui. Elle est de combien d'ailleurs la population? Une trentaine de millions. Vous avez fait le recensement? Une trentaine de millions. D'accord. On n'a pas besoin. Vous avez fait le recensement? La dernière fois, en 2004, vous n'avez pas encore d'enfants, certainement. À ce moment-ci, vous en avez déjà. Donc c'est ça le recensement? Oui, on peut faire ça comme au quartier. D'accord. Le dernier a eu en 2004. Donc, n'allons pas sur ce terrain-là. On peut, chacun dans sa famille. En 2004, j'avais 2 enfants. Actuellement, j'en ai 7. On les a recensés? C'est moi qui recense mes enfants. Alors, on fait donc comme si ça doit nous surprendre. Lorsque on a une capitale comme la capitale économique Douala, on doit se dire que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose comme la capitale politique. Ça fait donc quoi? Ça fait que je vais vous dire,
parce que Philippe m'a un peu titillé là. Je suis Raphaël Ndougou, c'est du EDPC. Mais j'ai le constat personnel que je fais de mon pays. Il a dit qu'on ne marche même plus facilement. C'est ce qu'on appelle vulgairement la tolérance administrative. Et elle vient de quoi? Du fait que quand à l'époque on avait délégué du gouvernement, il gérait pour garder l'électorat. Si je bouscule ceux qui s'installent sur les trottoirs, est-ce qu'il va encore être... Est-ce qu'on va encore me garder là? Puis il va un homme à Yaoundé, Gilbert Timévouna. Il a lancé l'opération respect de l'urbanisation parce qu'il est urbaniste. Il a passé 17 ans adjoint au délégué du gouvernement quand ils étaient encore nommés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours la même tolérance administrative, on a dit qu'il faut mettre la pédale douce. On ne peut pas vouloir construire la capitale politique ou économique en pensant qu'on va toujours continuer dans la tolérance administrative. C'est qu'on doit aller vivre au village. C'est là-bas qu'on peut faire ce qu'on veut. Les poubelles, il me souvient, Rosalie, en 1995, Jérôme Kamden était adjoint au maire de Yaoundé, pas 4e, Yaoundé 5e. 5e. Il a créé ce qu'on appelait à l'époque Programme social d'urgence, c'est-à-dire que PSU. Parce que le Cameroun devait accueillir l'Organisation de l'Unité africaine en 1996. Et Yaoundé était extrêmement sale. Tu sais, c'était encore l'école primaire, certainement. Hein? C'est ce que je raconte là. Et là, on s'est retrouvé avec un monsieur, adjoint au maire 4e, je crois à l'époque, qui, dans sa poche, utilisait les mamans, les papas, défrichait, ainsi de suite. C'est là où Isaac Amé est revenu. Parce qu'Isaac Amé n'était plus là depuis des années. Yaoundé était extrêmement sale. Ceux qui étaient à Yaoundé dans ce moment-là, il s'agit d'ailleurs au passage notre ami Thomas Masson, parce qu'il connaît cette histoire que je raconte. Alors, Isaac Amé est revenu parce qu'il fallait rendre la ville de Yaoundé propre, au regard du fait qu'on devait accueillir cette organisation-là. Je prends cet exemple-là pour démontrer que les mairies attendent les 15% de décentralisation, etc. et tout. Je suis content de citer d'avoir cité Denise Fampo. Il ne faut même pas se cacher. Elle est maire du RDPC. De Yaoundé, voilà, 2e. Cette façon de travailler là veut dire que les autres peuvent en faire autant. Pourquoi? Parce que si Ezakam, je ne sais pas qui gère, ou c'est le maire de la ville aujourd'hui, qui était hier, communauté urbaine, et ainsi de suite. Mais nous pensons quand même que les mairies d'annoncement peuvent faire ce travail. À Yaoundé, 5e ou Kamdem travaillait, où il y a Augustin Bal aujourd'hui, c'est le même travail. Il n'y a pas de saleté là-bas. Vous avez suivi la sortie de Gilbert Timévouna, alors président du conseil régional, à l'endroit de son camarade du EDPC, pour dire que je lui ai dit qu'on ne reste pas au bureau quand j'ai une ville. Philippe, il y a encore des Camerounais dans le EDPC capables, sauf que bon, à un moment donné, il y a des petits détails en interne qui dérangent. Cela veut dire, on dit quoi? Cela veut dire que les mairies d'arrondissement doivent se lever pour dire que nous ne pouvons pas accepter que nos villes soient sales au regard du fait que notre électorat nous attend là-dessus. Allons parler de la transformation des ordures, Rosalie. Dans chaque mairie au Cameroun, il existe des ingénieurs, il y a des chefs de service santé, c'est pour ça que j'ai commencé par là. C'est-à-dire que chef de service d'hygiène. Vous imaginez comment que dans les bistrots et autres ventes emportées, les bars dans lesquels nous allons au quotidien, allons voir là où on se met à l'aise. Et vous savez qu'on dit que se mettre à l'aise. Donc nos villes sont extrêmement sales. Au point où même les états généraux dont on parle là, je ne suis pas sûr que ça peut se régler. Soit on fait les états généraux par commune. On ne peut pas faire les états généraux par
Ça dit que sur tout le territoire national... Si je vous écoute, on jette l'éponge alors? Non. Puisqu'on ne peut rien faire. Non, je suis en train de dire que quand j'ai pris le cas de Yaoundé 5e avec Kamdem, il y a pratiquement 30 ans. Jérôme, paix à son âme. Je le disais parce que il a démontré que même étant à jour, mais avec les petits moyens, je peux me battre. Au point où le chef d'État a reconnu ce programme-là comme étant d'utilité publique. Vous comprenez donc que les mairies doivent s'élever. Les mairies. Pourquoi si Douala deuxième, pourquoi c'est pas possible dans les autres communes de Douala, Yaoundé, etc. Elle fait comment? Elle a son agent que son père a laissé et que, etc. Non, c'est possible que l'on fasse. Et à ce moment-là, ils vont donc tendre la main pour dire que trop c'est trop. On n'a pas la décentralisation, il faut qu'elle soit effective. Vous vous souvenez, peut-être on va arriver là en deuxième partie, vous vous souvenez du premier ministre qui avait parlé des ministres rebelles, recalcitrants qui ne veulent pas transférer les ressources financières. Beaucoup plus. Donc vous comprenez qu'actuellement nous sommes. Cette affaire-là n'est pas la blague, c'est qu'on est exposé aux maladies au quotidien, nos enfants et nous-mêmes. Donc ce n'est pas une affaire qu'on doit prendre à la blague. Ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire où on doit dire que non. Maintenant, on voit les bacs rendus totalement sur la chaussée. Comment on fait? Nos amis qui viennent faire là aussi un peu comme du tape à l'œil, choisissent simplement quand les enfants partent à l'école et les papas partent au travail. Est-ce qu'il n'y a pas un programme de travail de nuit ou dans les zones d'agglomération, les grands carrefours peuvent travailler la nuit? Vous pouvez faire 5 émissions par rapport à ça, Rosalie. Ça va être très compliqué. Je le sais. En mettant d'ailleurs en mise en bouche, je savais que ça allait être compliqué. Mon cher Georges Syriac Sabian, à votre avis, on a eu la possibilité de relever quelques propositions des 3 précédents invités. Au-delà de ce qu'ils ont proposé, que les maires se mettent au travail, que les populations arrêtent de déverser les déchets sur la chaussée et surtout qu'une vision jaillisse de l'esprit de ceux qui nous dirigent. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, la question que vous posez ce soir, elle est fondamentale et je pense que répondre à la question, doit la ville poubelle à qui la faute, de façon émotionnelle, on trouvera facilement le coupable, on trouvera facilement justement l'auteur à mettre justement sur le banc des accusés. Et émotionnellement, tout le monde va dire ben, c'est l'État, c'est la mairie, c'est bien d'autres. Mais pour nous autres, qui avons peut-être la maladresse de transcender les émotions pour justement analyser de fond en comble un certain nombre de faits, il faut relever ici, dans la problématique des poubelles, 2 à 3 éléments majeurs. D'abord, cette démographie galopante qui échappe à nos villes et permettez-moi de dire que Douala, par exemple, n'échappe pas à ce phénomène. Une ville comme Kinshasa, une autre ville comme Sahaba, je crois, à côté de Ouagadougou. Bref, la plupart des grandes métropoles africaines subissent justement cette agression démographique qui échappe justement au contrôle et à la planification. Pour une ville comme Douala, puisque nous y sommes, vous allez voir par exemple qu'il y a ce problème entre la planification urbaine et la gestion foncière. Vous allez voir que la mairie de la ville, les collectivités territoriales sont compétentes pour l'élaboration des plans d'occupation de sol, mais n'ont pas une véritable maîtrise du foncier. D'où cette urbanisation anarchique et non contrôlée qui a donc cette conséquence, c'est-à-dire que les installations, les populations qui occupent les espaces sans qu'il y ait un véritable contrôle, ça crée effectivement des déchets, ça crée effectivement ces matières organiques là. Maintenant, à côté justement de cette démographie galopante et pratiquement non contrôlée, il y a également ce que moi je peux dire comme la responsabilité, la faute collective et la faute individuelle. C'est quoi ici la faute collective? La faute collective justement, c'est le fait que personne, ou alors nous n'arrivons tous pas à nous discipliner sur la gestion des déchets ménagers. Qu'est-ce qu'on ne fait Parce que justement, regardez par exemple, quand je parle de la responsabilité collective, allez à Limbé et vous mangez une banane, vous la jetez en plein air, mais je vous assure que c'est
c'est le reste de la population, ce sont les autres, c'est autrui, le regard d'autrui qui vous interpelle et justement vous discipline. C'est pourquoi je parle justement de la faute collective, c'est-à-dire cette incapacité que nous avons dans certaines villes de réagir lorsque l'individualisme essaye justement de polluer, d'agresser la nature avec justement ces déchets. Nous sommes bel et bien au Cameroun. Moi j'ai fait un tour à Garoua et j'ai été agréablement surpris du contraste qui existe entre la ville de Garoua et Douala en matière justement de discipline urbaine. À Garoua, vous allez voir par exemple, moi j'étais surpris de voir des motomanes qui s'arrêtent au feu rouge, mais qui est carrément contraire ici à Douala. Et moi je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Donc après avoir évoqué cette démographie incontrôlée, après avoir évoqué cette faute collective, il y a également la faute individuelle que je vais classer justement dans la psychosociologie de l'appréciation de notre environnement. Comment on apprécie notre environnement. À une certaine époque, vous verrez que dans une même ville comme Douala, la salubrité que vous verrez dans certains quartiers dits résidentiels, vous ne trouverez pas cette même salubrité dans les quartiers dits populaires. Tout simplement parce qu'il y a une psychosocio-appréciation de notre environnement. Du coup, le visuel, l'environnement contribue également à agresser la nature. Et je prendrai l'exemple justement de la ville de Medellín, qui était une ville dans les années 90, une ville réputée criminogène, mais les institutions publiques, les collectivités territoriales décentralisées de ce côté-là ont travaillé sur la psychosociologie environnementale et physique de la ville de Medellín. C'est-à-dire que embellir physiquement Medellín, transformer physiquement Medellín, réussissait justement à embellir son visuel et à transformer même les comportements et les mentalités. Et si on revient à Douala, vous verrez que pour quelqu'un qui se trouve dans un quartier dit populaire, il est facile pour lui de prendre ses déchets et les déverser justement comme ça dans la nature, contrairement à celui qui est dans un quartier dit résidentiel, qui aura des attitudes un peu plus respectueuses de l'environnement. Donc, pour embrayer juste sur les solutions, puisque c'est la question que vous avez posée, il est question également aujourd'hui et je crois que certains l'ont relevé tout à l'heure, il faut une coordination institutionnelle de la gestion des déchets, parce que c'est vrai, quand on regarde justement le Code général de la décentralisation, je crois son article 241, cette responsabilité incombe en grande partie aux collectivités territoriales décentralisées, principalement les mairies de villes. Mais lorsque vous poussez la réflexion plus loin, vous verrez quand même que, comme a dit Raphaël, c'est un problème de santé publique. Et il ressort aussi des compétences, par exemple, du ministère de la Santé, d'assurer la santé publique et peut d'ailleurs justement anticiper sur ce genre de fait, peut également intervenir. Nous avons le ministère de l'Environnement, qui est aussi une sectorielle importante dans la gestion de l'environnement, qui peut également intervenir. Si j'évoque justement ces secteurs, c'est parce que nous avons tous été surpris de la réaction du MINAT, qui a instruit ses collaborateurs d'entrer justement dans la gestion des déchets. Ça a paru incongru, mais lorsqu'on raison garder, on se rend quand même compte que plusieurs sectoriels interviennent dans la gestion urbaine, la gestion des déchets, la salubrité publique. Donc il est donc important que les sectoriels travaillent dans cette synergie-là, tout en y associant les organisations de la société civile, qui, elles, ont des facilités de déploiement moins lourdes que justement le déploiement institutionnel. Il y a des organisations de la société civile, Philippe, là, le coordonnateur de Un Monde Avenir l'a relevé. Il faut justement ouvrir le champ des synergies à ces acteurs-là. Une autre solution, c'est justement de travailler sur la sensibilisation, la formation même au tri des déchets, parce que on déverse tout dans la nature alors qu'il y a ce qu'on peut récupérer. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de... Est-ce que ce n'est pas aussi mettre la charrue avant les bœufs? Lorsque vous le dites ainsi, ça paraît aisé. On a un sérieux problème d'abord d'emballage biodégradable qui jusqu'ici n'a pas réussi à prendre forme au Cameroun. Vous avez l'impression qu'on va réussir à prendre au Cameroun à faire le tri entre le plastique, le verre et où mettre les bacs et on peut... Vous allez comprendre. Est-ce que lorsque vous baladez dans ces ordures, vous trouvez le fer? Est-ce que vous trouvez des bouteilles cassables? Parce qu'il y a une économie derrière ces matières. Le fer.
Les bouteilles, c'est un certain type de bouteille. Créons une économie dite circulaire derrière les déchets et je vous assure que vous n'en trouverez plus dans les rues. Et peut-être pour dire aussi, j'ai failli oublier l'aspect financier parce que quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure, mais j'ai assisté, j'étais panéliste au forum, à la journée. On a dit qu'il y a beaucoup d'argent. Non, à la journée mondiale, par exemple, de l'habitat en 2023 qui s'est tenue à Garoua, par exemple, je pensais pareil. Mais moi, j'étais surpris de constater que, par exemple, le porte-parole de la structure en charge de la collecte, de la gestion des déchets, se plaignait justement des problèmes financiers. Et cette période-là, si vous vous souvenez, il y avait une grève du personnel. Et il vous dit, mais si nos prestations ne sont pas payées, comment on va gérer le personnel qui s'occupe de ce problème? Donc je pense aussi qu'il y a un problème financier, peut-être dû aux lourdeurs administratives dans la passation peut-être des marchés ou alors le paiement des prestataires. Ça aussi, il faut justement régler à ce niveau-là. Parce que si ces prestataires ne sont pas payés à temps pour gérer le personnel mis à leur, sous leur responsabilité, il peut également se poser justement ces différents blocages-là. Donc je pense que à ce niveau-là, il faut travailler sur ces synergies d'acteurs institutionnels, organisations de la société civile, travailler également sur la psychosociologie de l'appréciation de son environnement, parce que si on n'aime pas son environnement, on va continuer à l'agresser avec justement le dépôt des ordures, ce qui va créer justement des problèmes de santé, parce que justement, quand je parlais tout à l'heure de la faute collective, Rosalie, c'est que c'est des déchets qui sont là. Lorsque vous traversez avec votre véhicule ou bien à pied, mais vous prenez des batteries que vous ramenez dans la maison. C'est quelque chose qu'il faut justement travailler collectivement pour que on ne soit plus en train on ne passe plus sur les ordures. Voilà, effectivement. Donc, pour qu'on ne traverse plus les ordures. Donc, pour que moi, je ne marche plus sur les ordures, je suis fautif d'avoir les ordures partout et de ramener les batteries chez moi. Donc, pour que je ne marche plus sur les ordures, c'est une faute collective. Nous sommes fautifs parce que la faute collective, c'est parce que ces ordures ne tombent pas du ciel. Elles viennent on arrête de cuisiner, on arrête d'en produire. C'est pourquoi, en solution, je proposais donc cette sensibilisation au tri. Et je vous évoquais le fait que lorsque vous allez dans ces poubelles, vous ne trouvez pas le fer. Parce qu'il y a une économie derrière le fer. Vous allez voir des gens qui trient le fer parce qu'on va se faire. Trouvons des sources d'économie dans ces déchets et vous trouverez qu'il n'y aura plus des ordures. Au boulot, trions du fer chez nous à la maison, trions des verres. En conclusion, on voit très bien que c'est une question de vision d'abord et de politique publique. Tout simplement. Ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est-à-dire, si ceux qui gouvernent pensent que la propriété est indispensable, ben, ils vont mettre en place les politiques publiques nécessaires. Parce qu'il faut savoir que à la réalité, il y a une entreprise, n'est-ce pas, qui est censée travailler à l'enlèvement des ordures, mais qui a une prestation, n'est-ce pas, bien concrète. C'est-à-dire qui a un contrat. Et dans son contrat, il semble, et c'est vrai, il me semble que ce soit vrai, parce que j'ai suivi ça à un moment donné, ils ont un quota d'ordures en Égypte. Quand ils atteignent le quota, c'est bon. Alors, qui a signé ce contrat? Est-ce qu'il y a eu un travail d'analyse pour quantifier, n'est-ce pas, les ordures dans la ville de Douala? Alors, quand on arrête les budgets, moi j'ai vu la communauté urbaine, on vous dit il y a 20 milliards de machins de budget dans la distribution des lignes. Comment ils font pour ne pas adresser des montants conséquents à la salubrité? Comment on fait? Paiement des prestataires. Donc, justement, parce qu'ils ont des moyens. On parle de la santé publique. Alors, si le gouvernement pense que la santé est une priorité, ça veut dire qu'on doit mettre suffisamment de budget, n'est-ce pas, pour qu'il y ait la préservation d'un environnement sain pour éviter que les Camerounais soient dans les hôpitaux tout le temps. Je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut pour que les gens se comportent comme à Limbé. C'est une question de vision. Dans le sud-ouest, ils ne sont pas nés comme ça. C'est-à-dire que les gouvernants là-bas, les gestionnaires, les gouvernants locaux là-bas, ont pensé la ville, ont une vision de la propriété. Et ont commencé à éduquer les gens, les enfants depuis le bas âge, d'année en année.
Moi, à un moment, quand on a commencé à décréter ce qu'on appelait ces journées, comment on appelle ça? Journée de propriété, ma sœur. J'ai dit fermeture. Alors, j'ai dit aux gens, si on a un peu d'intelligence, et je vais dire de bon sens, vous ne pouvez pas imaginer une telle connerie. Parce que quand vous dites journée de propriété, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, vous dites aux gens, écoutez, on peut se permettre de jeter partout pendant 6 jours, et puis arrêtons un jour où nous allons enlever ces ordures que nous avons jetées pendant 7 jours. Alors qu'il faut prendre le temps d'éduquer les gens à ne pas jeter les ordures, tout simplement. Pourquoi n'est pas une journée de propriété? Chaque jour doit être une journée de propriété. Et pour qu'il n'y ait pas une journée de propriété, ce n'est pas la sorcellerie. Ça veut dire que ceux qui ont la ville ont mis les moyens pour qu'il y ait des bacs à ordures partout. La question des tri, c'est une question de politique publique, c'est-à-dire que on met en place un dispositif qui permet aux gens, on a éduqué les gens, les associations peuvent faire ce travail-là de façon bénévole, qu'on sache qu'on a mis un bac qui est compartimenté, donc il y a l'endroit pour les bouteilles, l'endroit pour les plastiques, l'endroit pour machin, puisque c'est rentable. Du recyclage. Puisque c'est rentable. Ouais. Et après, n'est-ce pas, on peut utiliser ces ordures-là pour rentabiliser. Aujourd'hui, on sait que le plastique, c'est un bien économique. Comment on fait dans une ville comme Douala d'avoir les plastiques partout et qu'il n'y ait pas une politique publique qui ait pensé que non, on peut faire de l'économie avec ça? Donc vous voyez que c'est une question de, on peut dire tout ce qu'on veut, même l'éducation des populations, même le réflexe individuel, n'est-ce pas? Il se pense politiquement. Il se pense pourquoi les gens commencent à penser que non, je ne dois pas jeter, n'est-ce pas, un papier au sol. C'est parce qu'on lui a appris. On a appris à cette personne-là qu'il ne faut pas jeter. Et pourquoi il ne faut pas jeter? Et on a mis en place les moyens nécessaires pour qu'il ne jette même pas. Donc c'est un problème de politique qui se décline, de vision qui se décline en politique, et la politique qui se décline en stratégie, la stratégie qui se décline en action concrète tout simplement. Et puis on va arrêter ça. Ne faisons pas comme si on n'est pas intelligent. Nous sommes très intelligents. Les Camerounais sont intelligents. Nanga. Je dis, mon ami Raphaël, non, vous avez des gens dans ce régime, dans ce Cameroun-là, qui se complaisent à voir le Cameroun pourrir. C'est-à-dire, ils sont dans leur bureau, ils prennent du plaisir à voir le Cameroun pourrir. Ils ont beaucoup d'argent, ils vont passer des vacances en Europe avec leurs enfants, avec leurs familles, et ils se moquent des Camerounais qui se plaignent des saletés, de tout ça. Tout simplement, ça c'est la réalité. On fait parler 2 ou 3 personnes et puis on poursuit cette émission. Que l'État paye s'acquitte des dettes envers Isakam et Isakam fera à nouveau son travail normalement. Tchachoum Kevin qui nous écrit depuis Koto ce soir. Autre réaction. Que Philippe, je vais d'abord, oh là là, c'est beaucoup, hein, je peux pas lire. Ok, on va y aller. Bonsoir, chers consoeurs. Je suis Francis Mateke. En rapport avec la problématique liée à la saleté qui inonde nos coins et recoins de la cité capitale, ceci est dû à notre mauvais respect de la citoyenneté et le comportement paresseux des hommes. Pour preuve, les villes de Bamenda et Bafoussam sont des villes claires, le respect du civisme. Nous pouvons être notre propre Isakam. Dans ma commune de naissance, Bonanea, dans le Mungo, à Souza, les poubelles sont interdites dans les villes. Également, les sanctions doivent pleuvoir et la bonne odeur reviendra. Le maire Ernest Mpoko fait le job. Ouais, chacun va y aller de son maire ce soir. Francis Bouemba Mateke, animateur radio de la chaîne nationale et enseignant de langue qui nous suit ce soir. Que Philippe Nanga cesse d'affaiblir la population en toujours indexant le gouvernement. Philippe est vraiment décevant dans cette analyse-là. S'il vous plaît, dites à Philippe que la politique de tri est enseignée dans les écoles, que dans les grands carrefours se trouvent des espaces de tri. Au Cameroun? Ou bien c'est dans un autre pays, je suis obligé de poser la question, hein, parce que moi j'ai pas appris à faire le tri à l'école. Moi non plus, les enfants ne vont jamais. Bon. Donc du coup c'est un peu compliqué. Allez, autre réaction. Bonsoir Rosalie, s'il te plaît, demande à Bamanga, bon, s'il sera candidat aux législatives et les dossiers qu'il va déposer, c'est pas très utile ce soir. Ce que j'attends des personnes sur ton plateau en dehors du monsieur du RDPC est que l'opposition propose quoi pour les ordures. Voilà.
Est-ce que Philippe Nanga va cotiser tous les jours pour ramasser les ordures, comme il dit, s'il faut cotiser? Non, j'ai jamais dit ça. Hein. J'ai dit si c'est les moyens qui manquaient, mais je sais que les moyens ne manquent pas. Donc, parce que ces gens détournent des milliards cotiser. d'argent tout le temps. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Allez, on prend une transition et on revient. Vous êtes toujours sur LTM Télévision, bien entendu 509 de Canal Sat pour vous qui nous recevez. On rappelle également que le code d'accès reste le même, 699 13 50 75. Nous parlons à présent de ce gouvernement John Gouté. C'était le 4 janvier 2019 que le Cameroun voyait sortir d'un décret présidentiel certains ministres et puis bien sûr le premier ministre du Cameroun. Aujourd'hui, ces ministres, pour la plupart, sont dans la psychose. Les ministres sortants, je préfère le dire ainsi, puisque le président de la République a annoncé un possible remaniement lors de son discours du 31 décembre. Je suppose que ces ministres sortants sont sur des charbons ardents. L'atmosphère est électrique au Cameroun et on peut bien le comprendre, hein, entre résultats médiocres, plaintes et ceux qui font un effort de travailler. On a quand même de quoi se mettre sous la dent ce soir. Raphaël Ndougou, je préfère démarrer avec vous la lecture que vous faites de ce gouvernement John Gouté. S'il fallait retenir quelque chose de ces 7 ans d'exercice au Cameroun, on penche vers le positif ou vers le négatif? Ce que je retiens derrière d'abord de vous, c'est que vous avez une façon de donner 2 thématiques qui se retrouvent dans un carrefour. C'est-à-dire que ce que nous étions en train de parler en première partie, nous allons nous rejoindre avec ce qu'on peut retenir du gouvernement John Gouté, effectivement, parce que quand j'ai parlé de la santé publique, je n'ai pas voulu évoquer l'environnement, je n'ai pas voulu évoquer le ministère de la ville, etc. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'à un moment donné, dans notre petite vision, nous pensons que John Gouté n'a même pas été compris par ses propres ministres. Tout à l'heure, quand je parlais d'un reportage dans une chaîne concurrente à Yaoundé et d'un journaliste autrefois à la chaîne nationale, je ne sais pas si je dois le citer, mais je préfère ne pas citer Jean-Pierre Fouba-Onana, où il, au sorti du Conseil des ministres, il parlait des ministres récalcitrants et que le Premier ministre avait donné 8 jours pour respecter, pour transférer les ressources dans les communes. Je commence par là parce que j'ai beaucoup de respect pour John Gouté. Je pense même pour ma part, Rosalie, que les propositions que le chef d'État avait annoncées dans son discours d'investiture au Parlement, je pense que dans ce pays un jour, ou dans cette mandature, le chef de l'État va, peut-être pas créer, va pouvoir trouver une solution pour qu'il y ait un vice-président. Et pour moi, le vice-président, c'est John Gouté. Je dis pourquoi. Parce qu'il est à la posture du chef de l'État lui-même, lorsqu'il fut Premier ministre. Oui, le chef de l'État aujourd'hui, lorsqu'il fut Premier ministre, il avait été un Premier ministre mal compris, parce qu'il y avait des classiques. Philippe vient de parler tout à l'heure de certains membres du gouvernement qui pensent que quand ils vont dans les pays où on ne parle plus du paludisme, il n'y a pas de cafard, il n'y a pas ci ou ça, ils ne peuvent pas revenir penser Cameroun avec ce qu'on a vu là-bas. Si je le dis avec force. Parce qu'il y a des ministres à l'époque qui pouvaient même gifler. Il y a un qui l'a même giflé. Passons. Comment comprendre que dans notre ville, capitale politique, laissons Douala, que le chef de l'État passe non seulement l'état des routes de la ville de Yaoundé, qui a contaminé l'état des routes de la ville de Douala. Parce
Parce que si je vous ai dit tout à l'heure que vous avez cette façon de faire là, quand vous posez 2 sujets sur la table, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous comprend, il ne va pas bien vous comprendre. Parce que vous avez fait exprès de commencer par les ordures et parce que vous avez su qu'on va toujours par les ordures, mais parlant du gouvernement. Comment comprendre que de nos jours, les villes de Yaoundé et Douala, on ne peut pas circuler à 20% sur 100 km, 100 mètres. On casse, c'est ça la banque de ceux qui ont la voiture ici sur la table. On casse des pièces de la voiture. Non, c'est pas vous exposer, mon cher ami. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on observe sur les 7 dernières années, on a comme l'impression que, pas une impression, on a marqué le pas sur place. Nous ne l'aurons pas. Tout à l'heure, c'est Philippe qui a voulu le dire, moi aussi je suis derrière lui. On nous a coupé le courant comme on dit au quartier. Actuellement, l'eau qui utilise dans ma maison, c'est l'eau de fourrage qui est pas chez le voisin. On ne circule pas normalement sur nos routes, même dans nos villes. Vous avez parlé, on vient de parler d'état d'immondice, de santé publique avec les ordures. Le panel aménagé, c'est celui qu'on connaît, et tout et tout. Vous voulez perdre ça à l'actif de John Gouté? Non. C'est parce qu'il a trouvé les classiques. Certains pensent même qu'il a été leur ministre délégué. Donc il ne peut rien leur dire. Et si je parle de la vice-présidence, Rosalie, c'est pour que le chef de l'État, au regard d'un certain âge qu'il a aujourd'hui, et qu'il donne le plein pouvoir au vice-président, au premier ministre John Gouté, que j'estime qu'il va tout garder, et qu'il puisse relever des fonctions les membres du gouvernement qui ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. Donc, en d'autres termes, qu'il donne les hautes instructions au Premier ministre qui sera vice-président et puis qu'il continue à rester tranquille. Et que le vice-président, entre guillemets, le Premier ministre gère effectivement le gouvernement. Vous imaginez combien de mois on a passé avec l'histoire de football à gauche et à droite, etc. Si on pouvait, ça va nous prendre 2 jours. Si on commence à discuter secteur par secteur, Rosalie, dans le gouvernement, c'est un problème. Vous pensez que je vais venir m'asseoir ici à dire que tout va bien parce que je suis du RDPC? Si je le suis, des parents, moi-même et même mes enfants déjà. Mais je suis honnête de reconnaître que tout n'est pas bon. Et que si le président de la République, comme on l'attend vendredi, il peut me le faire à ce moment-ci, venez à modifier. La semaine qui vient de on est toujours à l'attendre parce qu'il faut retenir que c'est son temps. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les forces en présence aujourd'hui sont en train de... Vous connaissez le nombre de marabouts qui y a à Yaoundé maintenant. Vous connaissez. C'est tellement compliqué que on n'a pas l'impression. Le monsieur refuse d'être en brigadier, mais il va nous sortir un gouvernement normal tel qu'il a annoncé à son discours d'investiture. Franchement, est-ce qu'on peut retenir du gouvernement John Gouté des points positifs? C'est difficile. Il faut être honnête. C'est difficile parce que c'est toujours dans l'affaire là qu'il y a eu la Cannes Gate. C'est là-bas qu'il y a eu Martinez Zoro. C'est tout ceci. Vous ne pouvez pas imaginer. Si on ne peut pas le dire, c'est qu'on n'est pas honnête envers soi-même et qu'on fait du mal aux enfants que nous mettons au monde au quotidien. Donc je crois que, en dehors de John Gouté, on balaye le reste. Mieux on encore c'était ailleurs. Vous ne pouvez pas imaginer. Je finis Comment on envoie ailleurs? Vous venez de lister quand même des compétences notoires. Vous dites qu'on les envoie ailleurs? Justement, on n'envoie pas tous. Il y a quand même quelqu'un qui sort de la tête de l'eau. Comme la ministre de la Santé. Pourtant, on est dans des problèmes de santé publique. Oui, c'est pas lui qui doit lever les ordures. Vous l'avez vu, il a fait une sortie là, une autre là par rapport à... Où c'est une pox, j'ai vu une maladie qui vient là. Où c'est une pox, j'ai vu ça. Mais il est quand même avant-gardiste. Je voulais dire, Rosalie. Dans les noms de maladies. Vous ne pouvez pas imaginer que même si on est compétent, au-dessus de Dieu, passez mon expression, qu'on a passé plus de 20 ans sur le même siège, c'est un problème. Je le cite
aucun ministre dans ce sens, mais tous les Camerounais peuvent comprendre ce que j'ai dit. Ça veut dire que mieux on fait le jeu de chaise. Quand je vous ai dit que vous n'aimez pas toujours mettre un sujet, vous mettez toujours un sujet qui va se retrouver au carrefour, pas à Taïdo, mais au bon point. Ça veut dire que Philippe vous parlez de quelqu'un qui a parlé de l'or. Nous, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Le Cameroun ne sait même pas. Cameroun lambda, c'est qu'il s'agit de quoi? Mais on s'est retrouvé là. Est-ce qu'on a consulté le Premier ministre avant de sortir cette note? Est-ce qu'il y a des sorties des ministres là? Est-ce qu'on consulte Sa Majesté ou aussi le chief John Gouté avant de sortir certaines ou conférences de presse ou certaines notes où on touche on parle des ordures, on interdit les bars, etc. Qui est-ce qui gère les ACAM? Vous comprenez que Rosalie, je ne peux pas véritablement commencer à noter, commencer à dire que ça va bien ici. Rassurez-vous, on a compris. Vous savez que, honnêtement, ce monsieur sur l'écran en ce moment-ci n'a pas été compris et même méprisé par certains membres du gouvernement, passez-moi l'expression. Et je pense que c'est lui, l'homme qui doit accompagner le chef de l'État avec le poste de vice-président. Ou si ce n'est pas le vice-président, un premier ministre fort qui va véritablement conduire l'action. Et lorsque vous n'êtes pas capable, il vous met de côté. D'accord. Georges Syriac, Sabéan, je veux comprendre, hein, vraiment. Je vais essayer de comprendre Raphaël Ndougou avec vous. Peut-être je peux me tromper. Le Premier ministre Chief John Gouté est efficace. Il est l'homme qu'il faut pour être le bras séculier du président Paul Biya aujourd'hui et qui devra faire tout le boulot pour qu'il puisse rester tranquille dans son coin. Sauf que le même John Gouté, d'après lui, n'est pas respecté, n'est pas craint des autres ministres. Pourtant, logiquement, dans un pays, le Premier ministre est le patron de tous les ministres. D'après ce qu'il décrit, on a un Premier ministre qui est le premier de tous les ministres au Cameroun, qui n'a pas l'écoute franche, qui ne peut pas travailler, mais qu'on doit visualiser après en tant que vice-président du Cameroun. Et on a des ministres, j'espère que je résume bien, hein, Raphaël Ndougou, on a des ministres qui, excusez-moi l'expression, ne font rien de bon pour le bien des Camerounais, mais qu'on doit maintenir en faisant le jeu des chaises. C'est logique pour vous? Je crois que ça, c'est l'avis de Ndougou. Que vous ne partagez pas entièrement. Parce que qu'est-ce qu'on fait donc de ce gouvernement John Gouté? Non, je pense que c'est un gouvernement qu'il faut revoir en profondeur. Il faut justement, pour un gouvernement, des personnes à même de transcender les simples privilèges dus à ces fonctions pour véritablement embrasser les problèmes du Cameroun et apporter des solutions concrètes et pérennes. Donc, pour le gouvernement John Gouté, il faut dire que c'est une appréciation mitigée ou alors contrastée parce que d'une part, on peut relever des bons points et d'autre part, on peut relever ce que je peux appeler des dissonances ou alors des insuffisances. En termes de bons points quand même, il faut dire que le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement, du président de la République, a mis, en fait, c'est un peu illustré parce que certains ont appelé le ministre des inaugurations. En fait, on a vu un Premier ministre à pied d'œuvre dans les inaugurations des chantiers importants, des grandes infrastructures. On a vu avec le fer, en fait, le fer avec certaines entreprises. On a vu avec la cimenterie. Mais je rejoins justement lorsqu'il dit c'est un Premier ministre, peut-être son tempérament a contribué à ce qu'il ne soit pas suffisamment à la poigne ou alors qu'il ne soit pas suffisamment respecté pour faire simple. Parce que on a quand même vu une cacophonie gouvernementale indescriptible face au silence du Premier ministre. Alors, est-ce que la faute ne viendrait pas dans ce temps où le Premier ministre a été confronté à un secrétaire général de la présidence de type particulier? Parce qu'on a souvent vu des secrétaires généraux de la présidence, mais pas aussi en front office ou alors pas aussi influent que celui qu'on a maintenant. Et est-ce que la personne, les pouvoirs du Premier ministre n'ont-ils pas été eux-mêmes fragilisés par
le président lui-même, à travers justement les hautes instructions. C'est-à-dire qu'on a un premier ministre qui est là, il est carrément effacé, mais il y a des hautes instructions qui passent et qui font la pluie et le beau temps de la gestion gouvernementale. Donc, à ce niveau-là, ça a été vraiment un gros problème. Est-ce que c'est parce que l'homme en lui-même est de nature pondérée, tempérée? Parce que lorsqu'on regarde quand même l'homme, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a jamais employé un langage belliqueux. C'est quelqu'un qui n'a jamais employé des termes vraiment grossiers, s'il faut le dire. Mais j'ai l'impression que ce tempérament, le personnage qu'il incarne dans cette personne tempérée, n'a pas joué en sa faveur, parce qu'en face de lui, il a eu justement des collaborateurs qui ont tout fait de comprendre, de mesurer son poids et de plutôt se livrer aux instructions qui venaient directement du secrétaire général de la présidence de la République, comme on l'a vu. Donc, on a vu un premier ministre vraiment fragilisé par son tempérament. Moi, je peux dire ça comme ça, par son tempérament et par le fait que la cohésion gouvernementale, il n'a pas véritablement su cadrer la coordination gouvernementale. Vous vous souvenez encore, MINCEP, Minepat, vous voyez, c'était vraiment incompréhensible. Mais je crois que au finish, s'il y a un bilan négatif à mettre à l'actif justement du pouvoir, il en fait partie. Et du coup, c'est pourquoi moi je pense que je pense pas comme Ndougou qu'il faut absolument en faire un vice-président. Parce que justement je pense pas que ça sera productif. Moi je crois qu'il est important de faire une profonde réforme. Peut-être il a aussi besoin d'un sang neuf, peut-être lui aussi sera plus utile avec un ton tempéré sous d'autres cieux, ou alors dans un autre espace. Mais je crois que pour les problèmes que nous avons actuellement, il faut des personnes de poigne qui pourront justement poser le poing sur la table quand il le faut. Alors, Bamanga, on veut des personnes de poigne capables de changer la donne. Les Camerounais sont pas faciles à manier. Un premier ministre très tempéré, d'après Georges Syriac Sabiyam, qui mérite d'être remplacé par un autre plus incisif au Cameroun. Des ministres qui ne respectent pas la hiérarchie. Il faut balayer. Qu'est-ce qu'on a fait? Naturellement. Il faut balayer pour mettre du sang nouveau, pour qu'on ait une chance de voir le Cameroun émerger. Écoutez, au-delà de ma casquette politique, je pense que je vais m'exprimer aussi en tant qu'un Camerounais, un jeune Camerounais. Il faut savoir que d'abord avant d'être politicien. Ce gouvernement est arrivé le 4 janvier 2019. Aujourd'hui, ils ont 7 ans, 7 jours, ça il faut le dire. Et moi, personnellement, je pense que depuis ce jour-là, ils ont été dans la continuité de ce que le chef de l'État a toujours proposé, malheureusement depuis qu'il est là. C'est-à-dire, ce gouvernement fait tout, mais sauf que ce gouvernement oublie de gouverner. Ça, il faut le dire. Moi, j'entends ici, on parle de John Gouté, on parle de ceci et cela. J'ai envie de me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a un Premier ministre dans ce pays. S'il y a oui, peut-être avec un non, peut-être sur une feuille. Parce que un Premier ministre, c'est quelqu'un qui met au pas son gouvernement. Gouverner, au-delà de prévoir, c'est manager. C'est manager qui? C'est manager son équipe pour que cette équipe puisse prendre à bras le corps les problèmes des Camerounais. À aucun moment, je le dis, aucun, mais alors, on a vu ces personnes choisies, ces mêmes personnes choisies, depuis que le chef de l'État est là, prendre à bras le corps les problèmes des Camerounais. Ça, je le dis. Je suis satisfait que sur le plateau, c'est le militant du RDPC qui a rappelé tout ce qu'on a vécu. J'appelle ça des horreurs. La canne, Covid, Glencore, et j'en passe. Ça a été que scandale après scandale.
on a l'impression, mais ce sont des faits, on est dans un pays où il n'y a plus de pression. On est dans un pays où on ne sanctionne plus. On est dans un pays où un groupe de personnes a pris le pays en otage, ils font ce qu'ils veulent, et même quand il y a un puzzle qui manque dans leur groupe de personnes, ils n'arrivent pas à trouver une personne de rechange. On a des personnes qui sont doublement ministres. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a un double ministre. On a des personnes qui sont mortes, qu'on n'a jamais remplacées. Bon, j'en dis qu'on ne sait même pas combien on est. Il n'y a pas eu de recensement. Le représentant du RDPC nous a dit qu'on doit s'auto-recenser. J'ai découvert ça ici. Peut-être je vais me mettre à cet apprentissage. Mais pour être plus sérieux, parce que le Cameroun est quand même un pays sérieux. Et puis ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qui ont eu la chance d'avoir tout du Cameroun, je parle ici sur le contrôle de l'aîné Philippe Langa, tout était structuré dans ce pays. On savait, mais chacun savait dans quelle case il devait se mettre lui-même. C'est-à-dire, si tu étais extrêmement fort, c'est ici. Si tu étais fort, c'est ici. Si tu étais un peu fort, c'est ici. Si tu es faible, c'est ici. Mais aujourd'hui, toutes les cases dont je vous ai parlé appartiennent à ce groupe de personnes. Les enfants d'en bas, ceux qui nous regardent. Moi, j'ai ma cousine depuis 2013. On a lancé les choses pour les recruter à l'intérieur des appareils du ministère jusqu'à aujourd'hui. Je dis jusqu'aujourd'hui, il faut donner 300 000, il faut donner 700 000, il faut donner 400 000. Toutes les étapes de don d'argent pour avoir un matricule a été bien fait. Combien de Camerounais se retrouvent dans ce genre de trucs? Donc, pour moi, ça urge qu'on nous mette en place un vrai gouvernement, mais alors des personnes qui aiment ce pays. Mais on a l'impression, j'étais dans un plateau de vos concurrents avec un ami du RDPC qui me disait que le chef d'État n'a pas la pression, qu'il n'y a aucune loi qui dit qu'il doit faire le remaniement rapidement. Donc, vous voyez, dans ce genre de langage, dans ce genre de zèle, le pays continue à être pourri. On a vu ce qui s'est passé avant, pendant et un peu après l'élection présidentielle, quelque chose qui ne s'est jamais passé dans notre pays, le Cameroun. Je parle sous votre contrôle. Bien sûr. On a eu l'impression, mais alors ce sont des faits, les Camerounais ont fait un référendum. Voulez-vous le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, oui ou non? Non! Mais si ce que les Camerounais ont fait passer comme message n'a pas alerté, n'a pas fait à ce qu'on ne dorme pas à Yaoundé, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que on déclenche le réveil chez ces gens à qui on a seulement prêté le Cameroun. Parce qu'il faut le dire, le chef d'État est locataire. Vous et moi, ceux qui nous regardent, chacun peut tenter sa chance à être président de la République. Donc, pour moi, ça, c'est le dernier tournant, comme on dit au quartier. Ce 8e mandat de trop, ça il faut le dire, nous sommes républicains. Dieu seul sait que la bombe est cuite à l'intérieur du parti d'Ndougou. Mais la bataille, ce n'est même pas chez nous dans l'opposition. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on a fait un congrès dans ce parti, c'est quand? Aujourd'hui, tout le monde attend la circulaire qui va annoncer que les gens qui ont fait 3 à 4 mandats à la mairie, à ceci, à cela. Mais rien ne se fait. Le Cameroun avance comme ça, en pilotage hyper automatique. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que descendre plus bas que terre. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ces 7 ans qui sont passés, le chef de l'État, tout ce qu'il a déclenché, tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a activé, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des unfinished business, comme disent les Américains. Là où on a essayé de mettre les premières prières, où on a essayé de venir inaugurer, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fini. Je m'amusais à dire à l'aîné qui est sur le plateau ici que ça fait aujourd'hui 29 ans, c'est-à-dire l'anniversaire de la coupure d'électricité, parce que ça fait
aujourd'hui 29 ans, parce que c'est en 97 qu'on a commencé à connaître les problèmes d'électricité, ces problèmes qu'on n'avait pas. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, parce que je suis un républicain, parce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été un patriarche, je souhaite que son Excellence, le président Paul Biya, puisse sortir avec ce 8e mandat et son équipe la tête haute. La tête haute, c'est quoi? C'est ramener déjà le Cameroun au même niveau qu'on lui avait donné ce pays. Vous croyez? Rien n'est impossible. Je pense que ça peut se faire. Philippe Nanga, pour lui aujourd'hui, hein, bien qu'il décrit ce gouvernement John Gouté, il souhaite quand même qu'on accompagne ce gouvernement pendant ce mandat de 7 ans encore. On est républicain. Et qu'on puisse vivre tout ce que lui-même il a décrié ici sur ce plateau. Aujourd'hui, un remaniement se fait urgent, ou comme certains le disent, remanier ou pas, ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, je n'attends pas grand-chose d'un remaniement. Je crois que si on analyse les interventions des uns des autres, j'apprécie la franchise et l'honnêteté de Raphaël, qui au moins est obligé, de toutes les façons, sans voilà, dire ce qu'il avait à dire, qui n'est que vérité. Alors moi, je suis un peu embêté parce que quand on dit gouvernement John Gouté, j'ai envie de dire le pauvre. Depuis quand il a mis en place un gouvernement? Ce monsieur n'a jamais mis en place un gouvernement, il s'est retrouvé dans un gouvernement comme tout le monde. On ne peut pas lui attribuer ce gouvernement-là. Il s'est souvent retrouvé en difficulté avec un ministre qui contredit ses positions publiquement. Et ce ministre-là est toujours là. Donc pour dire que par respect pour lui, pour être poli, c'est peut-être pas bien qu'on dise gouvernement John Gouté, parce qu'il n'en a pas. Il n'a jamais mis en place un gouvernement. Mais officiellement, c'est le gouvernement John Gouté, on n'a pas inventé. Non, quand on dit ailleurs, quand on dit gouvernement quelqu'un, c'est que cette personne a tout au moins contribué au choix des personnes. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on dit gouvernement tel. Parce que cette personne a contribué tout au moins au choix des autres membres. Or, ici, M. John Gouté a été nommé au même moment que les autres. On n'a pas d'abord nommé M. John Gouté et on l'a appelé pour qu'on choisisse les autres. On l'a choisi au même moment que les autres, donc ça ne peut pas être un gouvernement. Il a fait les propositions avant. Ah non, il ne savait pas qu'il était, non. Non, pour être sérieux, donc je pense que, et puis après, on voit très bien dans le fonctionnement que le mec, comme m'a dit mon ami Syriac, il s'est contenté de faire des inaugurations parce que, bon, pour ne pas rester les bras croisés, il peut quand même servir à inaugurer les grands chantiers. Parce qu'il ne peut pas instruire quoi que ce soit à un ministre. Le ministre va dire que, voilà, les instructions viennent de la présidence, moi je n'ai pas à te répondre. Donc du coup, il n'a pas grand-chose à faire, ce monsieur. Je pense qu'il a fait le minimum qu'il avait à faire. On ne peut pas lui attribuer quelques résultats que ce soit. Le grand monsieur qui les a mis en place, monsieur Biya, il est où? Il n'a jamais tranché quoi que ce soit. Donc quand le Premier ministre a été en difficulté, on n'a pas vu le président trancher pour dire, écoutez... C'est mon Premier ministre. Vous respectez ce monsieur. Vous respectez. Donc, il a été mis en difficulté tout le temps. Il est très courageux de rester parce qu'après, quelqu'un qui a aussi, peut-être, voilà, qui a envie d'évoluer autrement, il aurait posé sa démission depuis longtemps pour dire, écoutez, je ne vais pas rester là à jouer les figurants. Okay. Non, je crois que la situation de notre pays est telle que, si c'est vient de le dire, le 12 octobre dernier, ça a été un référendum, on va dire comme ça. Et je pense que Raphaël, quand il s'exprime, on voit très bien que même au sein du RDPC, ils sont bien conscients que c'est grippé. C'est grippé. Voilà, il faut chercher une voie de sortie. Il faut chercher une voie de sortie. Je pense que M. Biya est resté trop longtemps à cette place et nous vivons ce qui arrive quand quelqu'un est resté trop longtemps à une place. C'est humain. C'est humain. Vous restez directeur ou chef service ou, c'est pas moi, chef d'équipe. Pendant 30 ans, 40 ans, vous n'avez plus rien à donner. Vous n'avez plus rien à donner. Donc nous sommes en train de subir les effets
d'une personne qui n'a que 3 millions à un endroit, au même endroit. Il est épuisé, il a tout donné, il n'a plus de carte. C'est pour ça que le pauvre, pour parler de M. Biya, les gens attendent le gouvernement, lui, il n'a pas de solution. Il a fait 7 ans avec des gens, tout le monde s'est plaigné, ça ne marche pas. En 2013, il a dit, ça ne marche pas. Il a fait un discours, voilà. Qu'est-ce qui vous manque? Voilà, il manque de coordination, manque de machin, et puis rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Donc, aujourd'hui, vous attendez quel miracle? Non, il n'a pas de solution. Depuis 2018, il n'a pas eu de solution. Ce n'est pas en 2025 où il a de moins en moins d'énergie qu'il va trouver des solutions qu'il n'a pas trouvé quand il avait un peu plus d'énergie. C'est une réalité. Et nous devons tous prendre conscience de cela. C'est-à-dire, à un moment donné, il revient aux Camerounais de prendre conscience d'une situation et de réfléchir de façon collective comment on fait pour sauver le Cameroun. Y compris, c'est lui que moi je considère comme un otage, n'est-ce pas, d'une clique de personnes qui ont décidé de massacrer le Cameroun. Et lui, il est là comme un paravent, comme est devant, et tout le monde dit, mais ils sont là, ils massacrent le Cameroun, et lui, il prend tous les coups, et il est là. Peut-être qu'il faudrait que collectivement, il y ait une réflexion, comment on le sort de là. Et je pense que ça doit commencer dans le RDPC, et qu'il doit réfléchir quand même, comment on sort, n'est-ce pas, moi je l'appelle grand-père, de là. Comment on le sort de là pour sauver le Cameroun. Parce que le pays est en train de se, je vais dire, de se déstructurer. C'est-à-dire, nous sommes dans un état d'élitement avancé, rien ne fonctionne. Il a dit, vos deux sujets ont un lien. C'est-à-dire, vous parlez on parle de saleté, d'ordure, vous parlez de bilan de gouvernement. En fait, on pourrait dire tout simplement, le bilan de ce gouvernement, c'est les ordures. Oui, puisque, voilà, le résultat, c'est qu'il y a les ordures partout. Et que il semble ne pas avoir de solution. C'est-à-dire, au point où l'autre s'est amusé quand même à organiser, nous prendre de l'argent en plus. C'est-à-dire, on a besoin d'argent pour enlever les ordures. Elle prend quand même de l'argent pour loger les gens pendant 2 jours. Ils mangent, ils boivent, ils disent qu'ils réfléchissent comment faire pour sortir. On a besoin d'argent. Le problème, Isaac Ambou dit, moi j'ai besoin d'argent, vous me donnez l'argent, j'enlève les ordures. C'est une réalité. Si vous interrogez, allez vers les... Moi je pense qu'une telle... Vous allez vers les maires de communes, ils vont vous dire, donnez-nous les moyens, on enlève les ordures. Je suis sûr que si on met les moyens entre les mains des maires, des communes, on leur donne 1 mois, il n'y aura plus d'ordures à Douala. D'accord. Donc, je crois que moi, j'ai rien à attendre, pas grand-chose de toute façon à attendre de bien. Il a montré entre 2018 et 2025 que lui n'a pas de solution. Et quand vous voyez un président, un candidat, le jour du scrutin, on lui demande s'il gagne, quel sera son premier chantier. Il vous dit que lui, il n'a pas pensé, il n'a pas de chantier. Il n'est même pas sûr s'il va gagner. Un candidat, parce que si c'est politicien, l'affaire est politicien. Quand vous mettez votre candidature, vous avez une feuille de route. Vous savez déjà que si je gagne, voici ce que je vais faire. Mais quand un candidat vous dit, vraiment la question que vous me posez là, moi, je ne suis même pas sûr que je vais gagner. Donc je n'ai même pas réfléchi à ce que je vais faire si je gagne. Quand il gagne, enfin on dit qu'il a gagné, et vous vous attendez qu'il fasse quoi, puisqu'il n'avait pas prévu. Donc, on est dans cette situation de quelqu'un qui n'avait pas prévu qu'il va gagner, et donc il ne sait pas ce qu'il va faire. Vous attendez un gouvernement, lui vous dit, mais moi je ne savais même pas que je vais gagner. Vous voulez maintenant que je constitue le gouvernement, comment? Puisque je n'avais pas dans la tête que je vais gagner. Donc il n'a pas, normalement, je parle là de politiciens, nous on n'est pas politiciens, en tout cas affichés. Vous êtes pas pour mon ami Sirac. Non, je parle de mon ami Sirac. Moi, je ne suis pas politicien. Mon ami Sirac, je sais que je ne le connais pas politicien. Sous-marinage. Donc, non, on n'a pas besoin d'être sous-marin. Moi, je sais m'assumer. J'ai refusé les propositions des politiciens. Je suis très bien à l'aise dans ma position de vous contrôler, d'analyser ce que vous faites. Je me plais dans cette position-là, d'ailleurs. Donc, je vais dire que, honnêtement, quand vous analysez la situation, vous comprenez que non. Monsieur Biya ne s'est pas préparé à gagner quelque chose. Il l'a dit. C'est pas moi, il a dit.
vraiment, vous me posez la question sur ce que je vais faire, je ne suis même pas sûr que je vais gagner. Donc, je n'ai pas réfléchi à cela. Or, vous savez très bien en tant que politicien que quand vous allez à une compétition électorale, vous avez une feuille de route claire. Un candidat, un président de la République a déjà une équipe. C'est-à-dire, avant le scrutin, je ne me trompe pas, il a déjà une équipe. Il sait que si je gagne, voici mon premier ministre, voilà. Voici mon ministre de santé. Il a pensé déjà. Au-delà de ça même, on peut dire que mes 100 jours... Mais voilà, mes 5 premiers jours, voici ce que je vais faire. Mais quand quelqu'un vous dit que vraiment moi, et vous restez là, vous attendez qu'il vous sorte un gouvernement. Attendez. Bonsoir Madame Rosalie, belle émission. C'est toujours un regard de présentation d'émission. Au sujet du précédent thème sur l'insalubrité dans les villes, le message d'un téléspectateur vous faisant savoir qu'on enseigne le tri désormais dans les établissements vous a fait sourire. Comme pour ne pas être d'accord avec lui et Philippe aussi, c'est vrai, le tri des ordures s'enseigne désormais dans les établissements. Je suis enseignant de philosophie au lycée bilingue de Deido. Venez vérifier cette vérité demain chez nous, ça se fait déjà. Claude Zoué, je viendrai avec beaucoup de plaisir, hein. Mais il faudrait que de telles initiatives s'étalent, se vulgarisent, soient connues, et que ce soit visible. Voilà, en termes de si c'est des initiatives personnelles à chaque établissement pour essayer de faire quelques actions liées à l'environnement, il faudrait que ce soit une idée générale de tous les établissements. Avant le rond-point d'Edo, face marché Sandaga, par exemple, il existait des points de tri. D'accord. Marché Sandaga? J'ai dit ce que le téléspectateur dit. Il dit que avant le rond-point d'Edo, face marché Sandaga, par exemple, il existait des points de tri. D'accord. Voilà. Donc, les gars qui vendent les bananes, là, il ne faut pas souvent que les gens viennent envoyer des messages pour que... Bon. Là où il parle là, où il parle là, Sandaga, quand on vient... On va dire des rails, les gars vendent les bananes là, d'autres déversent les tomates et tout ce qui veut avec, on trie quoi là-bas. Et c'est même ce qu'on appelle tri. Tri, c'est combien de poubelles, si vous voulez, combien de bacs. On a des bacs compartimentés. Il y a le volet de plastique. D'ailleurs, vous voyez ces derniers temps-ci, on a les gens qui transportent les bouteilles, on va dire plastique, parce que c'est recyclé. Oui. Alors, il y a les tris de plastique là-bas, il y a les tris de bouteilles cassables, il y a les tris des olives mélangées. Il faut pas se moquer des gens. Rosalie, en rapport avec la seconde thématique, les hommes ont profité de la nature pacifique du tif John Gouté et de sa posture de chef de village pour mal se comporter. Permettez-moi de faire un jeu divin. Des ministres qui doivent rester, le MINCOM, René Emmanuel Sadi, le MINAT, Atangandi, pour sa rigueur. J'ai dit un message d'un téléspectateur qui doit tirer sur moi. Le MINSanté, si pour sa promptitude, c'est un téléspectateur, c'est pas mon message. Bon. D'accord. Le MINSanté, pour sa promptitude, aujourd'hui, malgré tout, la cantinière est devenue un petit miroir. Gardez le Premier ministre actuel, pardon. C'est Francis Mateke Bouemba, d'ailleurs de la CATV, qui nous fait cette proposition. Vous êtes vraiment l'image d'une ONG, Monsieur Philippe. Voilà. Il souhaite qu'on propose également, Philippe, à une nomination. Ministre de l'Environnement. Il faut dire Amen. C'est en train de marcher, Philippe. Ministre de l'Environnement. D'accord. S'il te plaît, est-ce qu'il y a vraiment le tri? J'en sais rien. Honnêtement, moi, je suis honnête avec vous. J'ai pas appris de tri à l'école. J'ai pas, franchement, je découvre là qu'il y a des points de tri à Douala. Et d'ailleurs, les invités ne sont pas d'accord. Pourtant, tous vivent dans la cité économique Douala. Je ne peux pas répondre. Bonsoir Rosalie, le RDPC c'est la poubelle, comme vous dites sur le plateau là, leur bilan c'est la poubelle, c'est Serge depuis Ange Raphaël qui nous écrit. Voilà, je vais laisser les salutations et tous ceux qui ont du plaisir à me retrouver, merci. Sachez que désormais c'est ici que ça se passe sur LTM Télévision, lundi, mardi, mercredi 21h, nous sommes là avec tout au clair et bien sûr dimanche dès 11h, l'Agora, le grand format du débat sur LTM Télévision. Messieurs, on peut s'arrêter là pour ce soir? Yes. Une dernière chose. Merci beaucoup. Une dernière chose. Je t'écoute. John Gouté doit rester là pour régler le problème de la crise anglophone. D'accord.
C'est passé. Le message est passé. C'est ce qu'il faut dire. Parce que parmi les revendications, ceux de la partie en question ont pensé qu'ils jouent le second rôle. Mais au moins, s'il est vice-président, avec les pleins pouvoirs, à lui donner par le titulaire, je pense qu'on va rester dans la calmie. Parce qu'on va passer 10 ans dans 2 régions du pays, dans les conditions qu'on connaît. Merci Raphaël Ndougou, merci Philippe Nanga, merci à Monsieur Bamanga, merci à Georges Syriac Sabia, merci à l'équipe technique également, mobilisée ce soir, Landry Siewe, Youm Didier Chris et puis Priscille pour le make-up. J'aime à le dire, entre être et ne pas être, nous sommes simplement LTM Télévision. On se donne rendez-vous très très vite sur ces mêmes antennes, prenez soin de vous.